et bienvenue à la télé de Lyon dans l'émission La Tribu Digitale 89% féminine. Alors je suis ravie de vous retrouver après la pause estivale et j'espère que vous en avez bien profité, que vous êtes reboostés à fond pour cette nouvelle année scolaire qui nous attend. Pour débuter justement cette nouvelle année scolaire, nous allons aujourd'hui parler de l'entrepreneuriat au féminin, mais surtout de comment on travaille lorsqu'on cofonde avec plusieurs personnes une entreprise, comment on se répartit les tâches et comment ça fonctionne au quotidien. Mais avant de recevoir notre invitée, bonjour Isabelle, comment vas-tu après cette pause estivale ? Je suis ressourcée, je pense comme beaucoup. Merci. Je suis ravie de vous retrouver. Et de la même manière, et on va pouvoir accueillir en fait Julie Trivier qui va venir nous parler puisqu'elle a cofondé une entreprise de son fonctionnement au quotidien. Je suis ravie de l'accueillir. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Julie. Alors, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ce plateau. Et avant de commencer, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de ce qui nous anime aujourd'hui et qui nous réunit autour de ce plateau de la télé Lyon, est-ce que tu peux te représenter et puis nous expliquer aussi comment tu as rencontré ton associé avec lequel tu as développé ton entreprise ? Alors, je suis Julie Trivier, je suis cofondatrice de l'agence Subotaille, qui est une agence web basée à Sens. Ça fait maintenant, on vient de fêter nos 8 ans. 8 ans d'existence. Ça commence à dater un petit peu. Alors, je suis cofondatrice avec Pierre, Miguel Garcia, qui est mon associé depuis le début de l'aventure. Et en fait, Pierre est mon cousin, simplement. Donc, on a eu des affinités assez simples et on a du coup entrepris en famille. D'accord. Voilà. Bon, super. Effectivement, c'est pas toujours facile. Non. Alors déjà, lorsqu'on a des associés, de travailler ensemble. Et puis, lorsqu'on est associé, qu'on est de la même famille, ça peut aussi être compliqué. Parfois, on se dit qu'il vaut mieux, c'est un peu comme dans les couples d'ailleurs, qu'il vaut mieux travailler ensemble si on a les mêmes affinités, les mêmes compétences, ou au contraire, les opposés s'attirent. Donc, parfois, on dit qu'il est préférable d'avoir des compétences distinctes. Comment ça s'est passé pour vous ? Alors, déjà, pour revenir vraiment à la création de l'agence, nous étions 3 associés au départ. Et en fait, très rapidement, dès la première année, on s'est aperçu avec ce 3e associé qu'on n'était pas sur les mêmes trains, pas sur les mêmes ambitions et pas sur le même niveau d'investissement. Et du coup, naturellement, on s'est séparés et on est restés, Pierre et moi, à Subotaille. La répartition, elle est assez simple puisque moi, je suis plutôt tout ce qui est communication, marketing et le commercial ou la gestion de projet. Et Pierre est vraiment sur l'aspect technique, le développement et tout ce qui peut être associé au développement. En tout cas, la partie vraiment, le socle technique, c'est Pierre. Donc assez simplement, on a réparti les rôles de cette façon parce que c'était déjà dans nos fonctions et nos compétences propres. D'accord, donc vous avez plutôt choisi finalement de vous associer parce que vous aviez des compétences distinctes. Non, on s'est associé parce qu'on avait envie de tenter quelque chose, que chacun n'était pas forcément satisfait des situations dans lesquelles nous nous trouvions, même si elles étaient plutôt confortables. On avait envie d'opérer quelque chose. Moi, c'est la 4e boîte que je monte et j'étais salariée juste avant de remonter celle-ci. Voilà, on avait envie de repartir sur d'autres trains, de tester une aventure commune en tout cas. Bon, super. Et donc, ça fait quand même 8 ans, donc on peut dire que ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne, tout à fait. Est-ce que vos rôles ont évolué à l'un et à l'autre depuis le lancement de l'activité ? Est-ce qu'il y a des choses peut-être que toi ou Pierre, vous avez, enfin l'un ou l'autre appris, ou au contraire que vous êtes déchargé à terme ? Non, alors c'est pas forcément un avantage, mais on a eu tendance à embrasser l'ensemble des compétences qu'il faut pour gérer une entreprise. Aujourd'hui, au bout de 8 ans, il y a des choses que l'on souhaite se libérer de certaines tâches qui ne sont pas pertinentes d'intégrer dans nos emplois du temps. Tu connais bien la compta, enfin voilà, ce genre de choses. Plus d'autres aspects aussi. On est accompagné par un conseiller d'entreprise justement pour amorcer des phases de développement, construire une offre commerciale aussi qui soit peut-être plus lisible, plus visible et plus adaptée à nos clients, enfin aux clients qu'on vise en tout cas. Voilà, c'est sur ces terrains-là où on a soit besoin d'accompagnement, soit on se décharge complètement parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que l'on fasse certaines tâches. Voilà, c'est comme ça qu'on évolue aujourd'hui en tout cas. D'accord. Bon. Dans un partenariat
homme-femme. Est-ce que, en tant que femme, toi, tu as rencontré des obstacles spécifiquement liés à ton genre, hein, et si oui, comment tu les as abordés? Entre associés? Alors, là, entre associés ou à dans l'extérieur aussi? Alors, entre associés, pas du tout, parce qu'il n'y a évidemment aucune discussion à ce niveau-là avec Pierre. On est évidemment sur le même, au même niveau, sur le même pied. Enfin, il n'y a pas de questionnement à ce niveau-là, et qu'on travaille dans le respect. Après, oui, il y a toujours des accointances et des aspects qui sont particuliers, où on sait qu'il vaut mieux que ce soit Pierre qui aille au rendez-vous plutôt que moi, par exemple. Moi, j'ai pas de rendez-vous, par exemple. C'est en fonction des personnes, c'est pas tellement en fonction des sujets. D'accord. Mais bizarrement, parfois, quand Pierre dit ce que je viens de dire, c'est plus entendu. Parfois. Parfois, c'est l'inverse. Hein. Ça arrive aussi que ça passe mieux par moi que par Pierre. Donc, je ne fais pas cas de ça aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas le temps de m'arrêter à ces fonctionnements-là. J'aurais peut-être moins de facilité ou moins de proximité. On a tendance à être très en proximité avec nos clients pour les accompagner au plus juste. Peut-être qu'il y aura moins de facilité, moins de proximité avec ces clients-là, pour moi en tout cas. Voilà, ça s'arrête là, mais bon, on apporte toujours la même qualité de service en tout cas. Bon, effectivement, c'est pas toujours évident. On avait reçu il y a quelques mois, je crois que c'était à peu près il y a 6 mois, une entrepreneuse qui elle avait lancé une entreprise dans le domaine du bâtiment. Oui. Donc on lui avait posé la même question, comment elle gérait les relations parfois plus ou moins difficiles avec ses clients qui pensaient qu'elle avait moins de compétences qu'un homme puisqu'elle était dans le bâtiment. Donc c'est pour ça que je me suis permis de poser la question. C'est des situations que je pense toute femme rencontre. Oui, malheureusement. Voilà, ça c'est une évidence. Je ne m'en satisfais pas, mais je ne perds pas de temps aujourd'hui, maintenant. Je ne perds plus de temps avec ça, en tout cas. Ok, super. Alors, la communication est essentielle, déjà, lorsqu'on est, on va dire, entrepreneur et qu'on a des équipes, mais encore plus lorsqu'on est cofondateur pour pouvoir aussi bien passer les informations à ses équipes, que le discours soit aussi le même d'un cofondateur à l'autre, mais également entre les deux cofondateurs pour éviter les malentendus, les mésententes, les non-dits aussi qui peuvent à terme impacter la relation professionnelle. Comment vous gérez tout cela avec on parle tout le temps. Associé On parle tout le temps. On est des vrais bavards en fait. On échange vraiment. Nos bureaux sont l'un à côté de l'autre. On est tout le temps dans l'échange parce qu'on doit se tenir au courant et réfléchir ensemble, en tout cas, à toutes les situations ou toutes les solutions qu'on devra proposer. Donc on échange beaucoup. Alors après, ça évite pas les moments où on peut y avoir des incompréhensions. On arrive avec Pierre à revenir sur ces moments-là pour éclaircir. Alors, tout est perfectible, mais pour l'instant, on n'a pas eu d'écueil avec des choses qui seraient mal interprétées. Ça fait 7 ans qu'on travaille au quotidien ensemble et on a un langage assez transparent et assez direct tous les deux. Après, pour la partie des équipes, c'est vrai que ça, c'est une partie qu'on apprend aussi parce qu'on est une petite agence, on n'est pas une grosse agence. Et déléguer, expliquer, accompagner, on essaye de faire au mieux. C'est pas tout le temps évident. Mais en tout cas, on essaye de mettre en place des outils aujourd'hui pour améliorer et la transmission d'informations sur les projets et le suivi des projets pour donner aussi une vue à nos clients sur ce que l'on fait ou les questions les réponses qui nous manqueraient pour améliorer leur projet. Donc ça, on travaille aussi beaucoup sur les outils. On a essayé beaucoup d'outils en 8 ans et là, on vient de se décider sur un outil qui est plutôt complet et qui devrait répondre ça, c'est important pour nous aussi. À tous les besoins que vous avez pour vous en interne, mais aussi en externe. En externe, tout à fait. Alors, une petite question qui n'était pas prévue, mais qui me taraude un peu depuis tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites toujours autant d'opérationnels avec Pierre ou est-ce que c'est délégué à vos équipes et que vous avez une posture un peu plus de chef d'entreprise, de développement d'activité ? Non, on est toujours dans l'opérationnel. C'est cette refondation, cette stabilisation qu'on est en train d'opérer qui, je pense, va nous permettre de prendre un petit peu de recul par rapport à la production, à faire nous-mêmes.
Mais c'est aussi là où on est bon parce qu'on réagit aussi très vite pour nos clients et on a une maîtrise de ce que l'on peut faire ou pas. Et ça, on veut absolument le conserver, pas trop s'éloigner quand même de ce qui est faisable ou non. Dans quel délai aussi, parce qu'on est assez bon dans la rapidité, en tout cas. Et on est souvent consulté pour du tout droit. Donc voilà, il faut être agile, on garde cette agilité et de toute façon, on ne s'éloignera pas trop de la production quand même si ce que l'on vise aujourd'hui, c'est mettre en valeur notre accompagnement et le conseil. Ce qu'on n'a peut-être pas réussi à faire comme on aurait aimé jusqu'à présent, et ça passe évidemment par une équipe qui grossit. Donc ça, c'est aussi des stades qui sont à préparer correctement. Tout à fait. Puis en termes de management, de middle management, comme on dit, à partir d'un moment, on ne peut plus gérer en direct autant de personnes. Donc il faut des strates intermédiaires. Et effectivement, tout ça, ça se prépare si on veut garder un peu le même état d'esprit dans l'entreprise et la même manière de fonctionner. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, du coup, vous êtes à une phase là de. C'est ça, oui. Ça fait 1 ou 2 ans qu'on est entre deux. C'est compliqué aussi dans les questions de recrutement. C'est pas évident quand on est une agence digitale à sens de recruter et de recruter des compétences avec des personnes qui ont envie de s'investir, de rester un peu, parce que nous on est OK pour transmettre, mais il faut que les gens restent un petit peu avec nous quand même. On comprend que les jeunes aient envie d'aller s'aventurer sur des grosses agences, on a tous fait, mais voilà, l'idée c'est évidemment d'avoir des salariés qui restent avec nous et sur lesquels on pourrait bâtir une véritable équipe. Aujourd'hui, c'est encore fragile, ça. C'est compliqué de recruter sur des profils qui nous conviennent ou que l'on peut former en sécurité. Quand je dis en sécurité, ça n'a rien de péjoratif, mais que l'investissement que l'on pourrait avoir avec un salarié soit quelque chose d'égal. Voilà. Ça, c'est encore des complications pour nous. Aujourd'hui, on n'est pas très, très bon sur cette partie-là, en tout cas. Bon, il y a plein de pistes d'amélioration, mais de toute façon, quand on est en entrepreneur, on passe son temps à chercher comment on peut s'améliorer, etc. Alors, est-ce que tu as déjà vécu des désaccords forts avec ton partenaire? Et si oui, comment vous avez géré, par exemple, si vous aviez une vision complètement opposée, si vous voyez les choses pas de la même manière, comment ça s'est passé? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez toujours eu Non, on n'a pas eu des accords très importants. Alors, c'est des non-sujets, en fait. Ce n'est pas des choses sur lesquelles le désaccord nous faisait du mal, quoi. Hein, où on échangeait, mais non, on n'a pas eu de moment où c'était très compliqué, où ça a été un peu tendu, ou fragile. On n'a pas eu ça, en fait, jusqu'à présent. Bon, touchons effectivement du bois. C'est vrai que, comme je le disais en introduction, en plus qu'on crée en famille, il peut y avoir des caractères plus ou moins forts en fonction. Alors là, c'est pas dans la fratrie, c'est avec un cousin, mais dans la fratrie, en fonction de l'aîné ou du cadet, c'est encore différent parce qu'il y a une posture tout au long de l'enfance qu'on a tendance à garder dans le monde professionnel, et on peut vite mélanger un petit peu les différents sujets. Je sais que, comme vous le savez, moi je travaille avec mon mari, et c'est vrai qu'on arrive, malgré le fait de mélanger vie pro, vie perso, pour travailler, même lorsqu'il y a eu une dispute ou autre, on arrive quand même à travailler. Alors on s'envoie des mails, je te demande de faire ci, je t'ai fait ça, mais on arrive quand même, c'est-à-dire que les disputes qu'on peut avoir dans un couple ne débordent pas sur la vie professionnelle, ou les désaccords qu'on peut avoir dans la vie professionnelle ne vont pas non plus déborder sur la vie privée. Mais c'est vrai que la frontière est mince et ça peut être assez compliqué. Pour l'instant, en tout cas, nous, on n'a pas rencontré d'épisodes un peu épineux ou qui nous auraient fait douter de notre association. D'accord. Bon. Et au bout de 8 ans, on peut dire que c'est plutôt confortable. C'est plutôt confortable, effectivement. Alors, merci beaucoup en tout cas pour tout ton partage d'expérience. Une dernière petite question. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être envisagent une collaboration avec donc de lancer une entreprise, en cofondant l'entreprise, alors avec une personne plus ou moins proche, mais qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour que ça se passe justement le mieux possible? Dès le départ, être assez clair avec les attendus et ce que l'on peut offrir, c'est-à-dire jusqu'où on est prêt à aller, ce que l'on espère de cette aventure.
le premier point de visée, hein, même si le point de visée va évoluer au fur et à mesure des années, mais en tout cas de se dire on a un objectif commun, c'est lequel, et de le définir, y compris en chiffres, hein, y compris un petit peu clairement, mais surtout de se dire d'imaginer les situations qui peuvent se rencontrer au préalable et que chacun puisse se positionner. Si on en est à cette situation-là, moi, je n'irai pas au-delà, ou je pourrais faire ça, voilà. Et de se répartir correctement les tâches, même si nous, encore une fois, comme je te l'expliquais, les tâches se sont réparties assez naturellement. De définir ces tâches-là précisément, parce que ça met tout le monde à l'aise en disant non, moi, je ne m'occupais pas de ça, c'était à toi. Et de recadrer un petit peu ou d'aménager à terme les répartitions, ou de trouver un autre associé ou une compétence qui viendrait s'ajouter à un duo ou un trio, peu importe. Voilà, en tout cas, être assez clair sur les attendus, ce que l'on espère, ce que l'on est prêt à faire. Voilà, d'évaluer tout ça ensemble et d'en discuter très clairement. Bon, je vois qu'en tout cas, la communication, finalement, t'as pas beaucoup parlé de ce mot-là, mais la communication est essentielle. Pour expliquer jusqu'où on est prêt à aller, pour aussi pouvoir gérer au quotidien l'entreprise avec un ou plusieurs associés. C'est ça. Il faut discuter, il faut parler, il faut communiquer, évidemment. Merci beaucoup. Alors justement, on va passer à notre capsule du jour. Alors là, malheureusement, nos petits associés ont quelques petites difficultés à travailler ensemble. Ils se sont associés, mais on va voir. J'en dis pas plus et nous allons voir cette capsule. À tout de suite. Alors, moi je suis l'aîné, je vous le dis tout de suite, je suis la PDG, vous avez vu qu'elle est plus grand, voilà, c'est la vie. Attends, si t'es la big boss, moi je suis la directrice financière parce que je suis bonne en maths. Moi je suis chef marketing parce que j'ai vendu tous les cookies la semaine dernière. Non, c'est moi le boss. Non, c'est moi. Mais c'est moi, c'est moi la plus grande. Écoutez-moi tous là, les petits. Sophie, vous êtes Sophie, je suis moi. Vous savez, choisir des bandes associées, même entre frères et sœurs, c'est pas forcément évident. Et moi, je suis le goûteur de gâteau. Bon, voilà pour la capsule. Bon, a priori, je pense que leur association ne va pas durer très longtemps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ils auraient bien à suivre quelques petits conseils. Exactement. Alors justement, ça tombe bien, voilà. Isabelle, puisque c'est la rubrique conseils. Alors évidemment, donc je vais compléter ce qu'a déjà dit Julie et qui était un bon exemple contrairement à celui qu'on vient de voir. Mais ça ne se passe pas toujours aussi bien que Julie, ou alors ça commence bien. Et donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, évidemment. Mais quand on travaille avec un proche, au début forcément, et heureusement d'ailleurs, il y a beaucoup de confiance parce qu'on se dit c'est un conjoint, c'est un ami très proche, ça peut être un membre de la famille plus ou moins proche, un frère, une sœur, un cousin. Et donc forcément, on a ce lien qui nous unit. Au-delà des valeurs, donc là, c'est un premier conseil, c'est d'être sûr qu'on a la même vision, les mêmes valeurs. Bon, ça, a priori, si on a décidé de monter ensemble, je pense que c'est un cap qu'on a déjà passé. Mais après, voilà, tu en as parlé, même si toi, ça s'est fait naturellement. Le premier conseil, c'est vraiment, comme dans n'importe quelle entreprise, c'est de définir clairement les rôles et les responsabilités de chacun. Dans n'importe quelle entreprise, vous avez une fiche de poste avec des tâches. Et c'est vrai qu'au début, alors, on est à la fois dans l'euphorie de la création de l'entreprise, où en général, on veut être un peu au four et au moulin, etc. Et voilà, on a envie que ça marche, donc on peut mettre beaucoup d'énergie. Et puis, si aussi, souvent, c'est des gens qui s'associent, alors soit qui ont des compétences complémentaires, ou au contraire, qui ont la même compétence, et là, c'est peut-être encore plus difficile de distinguer. Donc, c'est important, quelle que soit la situation, pour éviter à la fois des chevauchements, où, comme tu disais, on peut avoir les mêmes compétences, mais on va quand même les séparer parce que
à la fois on va s'économiser de l'énergie et se concentrer comme ça sur le plus important pour chacun. Et puis en même temps, s'assurer qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, de zone grise, ou au contraire qui ne vont pas être prises en charge par quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment aussi la base, parce que si c'est mal établi, ça peut créer des frustrations, des malentendus, des inefficacités et voire des conflits. Parce que on pensait que c'était pris en charge par quelqu'un et puis en fait non, on l'a tous vécu, ce truc où on pensait que tout le monde le faisait et qu'au final personne ne le faisait et que le client derrière, il n'est pas content. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une fois que tout est bien clair, même si ça peut être délicat, on se dit c'est la famille et tout, mais de formaliser un accord de partenariat. Donc je ne sais pas si vous l'aviez fait ou pas. Non, on ne l'avait pas fait au départ. C'est une chose qu'on a imaginé quand on s'est séparés du troisième. Alors justement, j'allais venir parce que c'est vrai qu'au début, c'est comme le mariage. On pense jamais que tout va bien, donc on se dit on n'en a toujours pas aujourd'hui. Voilà, mais en tout cas, c'est même si ça fait bizarre de tout de suite penser au cas où ça va mal, en fait, le partenariat, il va protéger à la fois les parties, mais il protège l'entreprise. Parce que ça peut être le fait, si par exemple quelqu'un est gravement malade, quelqu'un décède, c'est des choses auxquelles on n'a pas envie de penser, mais pourtant, ça peut aussi, ça peut arriver. Donc, puis, je pense qu'une fois qu'on l'a préparé juridiquement, il y a plus moins de chances que ça arrive. Alors, mais bon. Mais du coup, c'est vraiment important parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer et cet accord de partenariat, donc au-delà des responsabilités, il y a aussi une partie financière. Des fois, ce n'est pas toujours le même investissement financier dans le capital, etc. Donc ça, c'est important. En termes de prise de décision aussi, comment sont réparties les contributions. Et puis, si j'arrivais à ce cas, si quelqu'un veut quitter l'entreprise, pas forcément parce que d'ailleurs ça s'est mal passé, mais parce qu'il a d'autres projets, mais comment ça se passe? Et souvent, quand ce n'est pas formalisé, c'est là où on se retrouve un petit peu avec des vides juridiques et où ça peut être plus compliqué à gérer. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette formalisation, de se faire accompagner si besoin, parce qu'on le voit, c'est tellement important. Et puis, c'est un autre métier. Chaque mot est très, très important. Donc, c'est vraiment une phase où il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Tu en as un petit peu parlé, donc mon troisième conseil, il est autour de la planification. Parce que, encore une fois, même si on communique au quotidien, on s'échange sur de l'opérationnel, tu as beaucoup répété le mot opérationnel, la vision, elle est essentielle, et de planifier donc pour soi, pour l'entreprise, alors d'autant plus si on a une équipe, là c'est encore plus important. Et à la fois, on va planifier donc, les moments de croissance, mais aussi les process et aussi, et ça tu l'as évoqué, les conflits. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'où je peux aller? Si on n'arrive pas, si ça ne marche pas exactement comme on veut, jusqu'où je peux aller? Et ça aussi, pareil, ça se planifie. On ne planifie pas que les bons moments. Et en fait, c'est toujours plus facile d'y aller quand on sait où on va et comment on y va. Ça, c'est clair. C'est pour tout. C'est pas juste de dire je veux aller là. C'est surtout après je planifie le comment on y va, le combien de temps. Tu as parlé de mettre des échéances parce que on le connaît. Oui, on va le faire. Puis un an après. On l'a pas fait. On l'a pas fait en fait. Donc, mais ça arrive dans toute entreprise, je pense. Après, il y a des priorités. Après, ça n'empêche pas de rechanger une échéance, de changer une priorité, etc. Mais le fait de quand même mettre des jalons, ça permet quand même de gagner à la fois en sérénité et en efficacité. Donc voilà, ça a l'air normal dans une autre entreprise. Il y a des CODIR, des comités de pilotage. Et quand on est avec la famille, les proches, on se dit, de toute façon, on se voit régulièrement, on mange tous les soirs ensemble. Ça. Mais voilà, il y a d'autres choses, l'intendance familiale, donc c'est important. Et du coup, mon dernier conseil, donc, je remets une couche sur la communication, ça fait un peu, mais tout le monde est d'accord pour communiquer beaucoup, mais surtout aussi efficacement. Alors c'est bien quand on a des bureaux à côté, etc., mais aussi d'avoir des temps où c'est vraiment sanctuarisé, où là c'est une réunion officielle. C'est pas simplement
j'ai besoin de dire un truc, je vais taper à la porte d'à côté. C'est non, je fais cette réunion parce que tous les 6 mois, je m'impose un comité de pilotage pour mon entreprise. Et ce n'est pas la même chose que d'échanger autour du déjeuner ensemble. Enfin, voilà, c'est comme dans n'importe quelle entreprise. Puis peut-être l'officialiser aussi, parce que juste dire, bon, au fait, tu dois me faire ça, ou l'officialiser avec ne serait-ce qu'un mail ou un échange écrit qui dit, en fait, j'ai besoin de ça pour telle date. C'est pas pareil non plus dans le processus, et ça peut éviter le oui, d'accord, je vais te le faire, mais la personne qui écoute pas parce qu'elle est elle-même prise par autre chose, et puis ensuite c'est pas fait. Ah, mais je te l'avais dit. Ah, mais non, en fait je me souviens pas, etc. Alors, nous on réserve un temps plutôt de séminaire même. Oui, voilà, un temps annuel pour plusieurs jours. Parce que des fois il y a des entreprises qui sont juste avec 2 fondateurs, il n'y a pas forcément une grosse équipe derrière, mais plus l'équipe est importante, plus aussi il faut les impliquer. Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à dire on est cofondateur et on fonctionne en mode binôme. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et selon les secteurs, de toute façon, c'est aussi des besoins juridiques. Parce que selon la taille après de l'entreprise, il y a la nécessité d'avoir des sessions, des validations. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc c'était un petit peu pour rebondir sur les conseils qu'avait déjà donné Julie au-delà de son témoignage. Mais le pacte d'associés, en tout cas, c'est vraiment un élément qui est intéressant d'explorer, qu'on le fasse pas, mais en tout cas de s'interroger sur effectivement le départ, quand c'est le départ simple d'une région, d'un pays ou le départ plus malheureux, d'envisager toutes ces situations, c'est déjà pouvoir en parler. Oui. Donc rien que pour ça, il faut s'en emparer ou s'y intéresser. C'est une évidence. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Est-ce que vous voulez une petite citation? Alors, bien sûr, on va recommencer cette nouvelle année avec les bonnes habitudes, voyons Isabelle. J'ai cherché sur le thème de l'entrepreneuriat, je n'ai pas forcément trouvé, j'en ai trouvé une et je me suis dit qu'on allait l'adapter ensemble. Donc j'avais trouvé une d'un monsieur que je ne connaissais pas, mais alors la version originale, et je voudrais qu'on la retravaille ensemble du coup, c'est « Il est plus facile d'aimer les gens que de vivre avec eux. L'amour, c'est du rêve. La vie à 2, c'est du travail. » Donc, je trouvais que c'était assez approprié quand on montait une entreprise et on pouvait facilement le transformer en « Il est plus facile d'aimer les gens que de travailler avec eux, ou fonder une entreprise avec eux. » Et le business, c'est du rêve, mais travailler à 2, c'est aussi du travail. Voilà, donc je trouvais ça, parce que je n'avais pas trouvé le truc idéal, mais je trouvais que ça s'adapte plutôt bien. Voilà, et c'est bon, tu vas pouvoir te mettre à rédiger tes propres citations. C'est ça. Et puis dans 20 ans, vous me citerez. Souvenez-vous. Ça se portait vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui aussi font des entreprises en couple. Oui, tout à fait. Donc là, ça s'y prêtait d'autant plus. Mais au quotidien, c'est toujours plus facile d'être aimant et souriant. Que de demander des choses un peu précises. Oui, c'est ça. C'est plus facile d'aimer que de travailler ensemble. Ça, c'est une évidence. Ça, on le voit très bien. Bon, merci à toutes les deux. En tout cas, merci pour cette nouvelle habitude que l'on va être obligé de prendre sur l'année 2024-2025, de retravailler les citations. Voilà. Merci Julie d'être venue sur le plateau. Avec grand plaisir. C'était un réel plaisir. Et puis, merci encore à nos auditeurs et nos auditrices qui reviennent écouter nos émissions sur l'entrepreneuriat au féminin. Nous repartons cette année avec une nouvelle saison à nouveau, de nouvelles intervenantes qui vont venir parler de différents sujets. Et on vous retrouve le mois prochain, la même heure, pour une nouvelle émission sur un nouveau sujet. À très vite!